Eh bien, nous parlons de recherche scientifique, un budget de 570 millions de dirhams, c'est ce que propose le département de l'Hassan Daoudi pour booster la recherche dans notre pays. On en parle tout de suite avec nos chroniqueurs, ils nous diront un petit peu ce qu'ils en pensent. Et puis dans ce débat, eh bien, on sera accompagné de Driss Aboutejdine, directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique. L'Hassan Daoudi est sans doute l'un des mieux ce qu'ils en pensent. Et puis dans ce débat, eh bien, on sera accompagné de Driss Aboutejdine, directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique. L'Hassan Daoudi est sans doute l'un des ministres les plus actifs de cette rentrée politique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres enchaîne les apparitions, rencontres et toutes nouvelles concernant les projets de réforme et programmes de son département. Et technique. L'Hassan Daoudi est sans doute l'un des ministres les plus actifs de cette rentrée politique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres enchaîne les apparitions, rencontres et toutes nouvelles concernant les projets de réforme et programmes de son département. La dernière en date est celle se rapportant à la recherche et au développement. En effet, 570 millions de dirhams, dont 60% assurés par le ministère, seront mobilisés pour le financement des projets de la recherche scientifique pour le compte de l'année universitaire 2014-2015. C'est en recherche scientifique au Maroc, 570 millions de dirhams qui vont être engagés pour l'année 2014-2015. Et avec nous, Driss Aboutejdine, vous êtes directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, la recherche scientifique au niveau des universités, c'est quelque part un petit peu le parent pauvre de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'avec les mesures financières annoncées par l'Hassan Daoudi, vous avez espoir que cela va changer? Absolument. Tout d'abord parce que c'est la première fois qu'on débloque autant de moyens, autant de financement pour pouvoir donc pousser la recherche. Absolument. Tout d'abord parce que c'est la première fois qu'on débloque autant de moyens, autant de financement pour pouvoir donc pousser la recherche, mobiliser les ressources humaines dans les universités et dans les centres de recherche avec des partenaires au niveau national, donc des entreprises, mais aussi des partenaires internationaux, qu'ils soient académiques ou qu'ils soient donc du monde socio-économique. Mais avec la mobilisation des moyens, ce qui est important aussi, c'est toute la stratégie qui est derrière. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces moyens? On ne veut pas uniquement donner de l'argent aux chercheurs. Il y a une stratégie derrière qui est celle du renforcement de l'infrastructure, de la mobilisation des ressources humaines et de l'enrichissement donc du travail en partenariat avec nos partenaires habituels. Mélanie Freixigli, alors vous avez souvent critiqué autour de cette table la recherche justement qui se fait pas au Maroc, en tout cas oui, pas il comme... n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup, surtout aussi au niveau de la recherche et développement, enfin ça c'est un autre volet. Mais c'est un autre volet justement. Oui, je sais bien. C'est un autre volet justement. Oui, je sais bien. Je sais bien, justement, d'ailleurs, une des premières questions que moi j'ai sur les 570 millions de dirhams débloqués pour la recherche scientifique, c'est qu'est-ce que l'on entend derrière cette recherche scientifique et en quoi les partenariats, notamment avec des entreprises, ont influé sur les sujets et les domaines de recherche. Est-ce qu'on parle de recherche fondamentale ou appliquée, par exemple? Je pense que pour mieux peut-être vous répondre, je parlerai déjà des 300 millions de dirhams qui ont été déjà engagés dans le cadre d'un appel à projet. D'accord. Donc le ministère avait lancé donc un appel à projet qu'il a confié donc à l'établissement donc, que je dirige, qui est le CNRST. Et il y avait 3 sortes de projets. L'appel à projet contenait 3 sortes de projets. Donc des projets qu'on appelle de la recherche donc fondamentale ou appliquée et qu'on appelle aussi des projets interuniversitaires. Ce sont des travaux de recherche entre universités. Des projets où il y a obligation donc de partenariat avec le monde socio-économique, avec les entreprises. C'est le deuxième type de projet et c'est ce qu'on appelle les projets de type B. C'est des projets où on attend de nouveaux services et de nouveaux produits. Et le troisième type de projet, c'est les projets de type C, qui, eux, sont destinés aux industriels, bien sûr, en partenariat avec des universitaires. Donc là, pour le coup, c'est de la R&D, effectivement.
il y a de la recherche. Vous savez, on ne peut pas faire de la R&D sans faire de la recherche en amont. Je l'appelle moi-même pas fondamentale, je l'appelle en amont. On ne peut pas, si vous voulez, créer à partir de rien du tout. Vous allez voir les pays qui produisent le plus en termes de R&D ont une recherche fondamentale excellente. Donc vous êtes en train de dire que sur les 300 millions, juste pour résumer, vous êtes en train de dire que sur les 300 millions qui ont été d'ores et déjà débloqués, un tiers à peu près seulement est consacré à de la recherche fondamentale, le reste est de la R&D à différents niveaux. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu donc un appel à projet et qu'il n'y avait pas de contraintes a priori. C'était en fonction de l'offre et de l'excellence des projets qui seront offerts, enfin qui seront donc présentés dans le cadre de l'appel. Ce que je vous dis, c'est qu'on a récolté à la fin à peu près la moitié des projets qui étaient en recherche fondamentale. Un peu moins que la moitié, je dirais 40%. 40% qui sont autour donc de la recherche pour de nouveaux produits et de nouveaux services, et à peu près 10 à 15% qui sont des projets donc pour les industriels. Oui. Ça, c'est par rapport au nombre de projets. Par rapport au financement, c'est différent. Pourquoi? Parce que les projets de recherche fondamentale étaient financés à hauteur de 1 million de dirhams, alors que les projets, par exemple, les derniers types peuvent aller jusqu'à 10 millions de dirhams et même au-delà. Donc ce ne sont pas les pourcentages en termes donc de financement. De budget, effectivement, en termes de financement. Le financement est très largement alloué à la recherche et développement pour l'industrie et les services. Très bien. Bon, comme l'a dit notre ami, effectivement, les deux ne sont pas antinomiques. La recherche fondamentale et la recherche appliquée, en général, vont de pair. Ce qui est vrai, c'est qu'en général, on valorise beaucoup plus la recherche appliquée parce qu'on voit directement donc les effets sur l'entraînement de secteurs d'activité économique et sur la création de nouveaux produits. Ceci dit, moi, il y a deux éléments que je voulais souligner. C'est que déjà le budget de la recherche, de l'enseignement, supérieur, c'est à peu près 9 milliards de dirhams. Donc c'est un premier pas, 570 millions supplémentaires. Donc c'est pas négligeable, mais c'est à l'évidence pas suffisant. Ensuite, c'est le cadre général de la recherche au Maroc qui nous intéresse. À travers effectivement la promotion des bourses, on a vu que on avait une augmentation significative des bourses octroyées d'à peu près 48%. On a le statut, 48% me semble-t-il, on est passé à peu près 270 000 contre 180 000. Parler des bourses donc pour les étudiants. Exactement, parce que c'est important. C'est important aussi que... C'est important, mais il y a d'autres bourses qui ciblent la recherche, qui sont les bourses d'excellence et les bourses de mérite, exactement, qui sont destinées aux doctorants et aux étudiants en master. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette volonté de partenariat, cette volonté d'ouvrir l'université au privé, par à la fois des partenariats dans la recherche. Je pense que dans l'automobile, dans l'aéronautique, même avec l'OCP, M. Daoudi nous a parlé d'un certain nombre de partenariats qui allaient être noués. Et puis vous avez la coopération internationale, parce qu'il y a aussi le programme PRIMA qui vise à renforcer la collaboration entre les laboratoires marocains et les laboratoires européens. Et donc, je pense que il y aura un fonds qui serait créé où l'Union européenne abonderait d'1 euro supplémentaire tout euro qui serait affecté par le gouvernement marocain à la recherche. Et donc c'est important d'avoir une vision globale. Et monsieur va nous parler également du statut de l'enseignement, du statut de l'enseignant-chercheur, qui est aujourd'hui une des principales revendications, parce qu'il faut que, au-delà du cadre législatif propre à l'activité de recherche, il faut que l'enseignant-chercheur soit dans des conditions globale favorable à la production scientifique et de recherche. Ah, mais est-ce que ça vous dérange pas en fait de voir finalement que le budget qu'aujourd'hui on va allouer finalement à cette recherche scientifique, on le fait dans un contexte de crise. Là par exemple vous voyez un petit peu ce qui se passe en Europe où tous les gouvernements sont en train de faire des coupes budgétaires à ce niveau-là, et là on lance nous au Maroc. Non mais nous on part de très bas déjà, d'une part. Oui, on part de très bas. Est-ce qu'on intervient au bon moment? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu oui, parce qu'on a des programmes d'émergence industrielle. La question. Je vous laisse répondre. On est dans une logique de refonte du système universitaire et de la recherche au Maroc, parce qu'on a effectivement jugé qu'elle n'était pas au niveau escompté. Et d'autre part, on a à mettre en place un effet d'entraînement, parce que derrière, on a une politique d'émergence industrielle sur l'aéronautique, sur l'agroalimentaire, sur l'automobile, sur un certain nombre de secteurs qui nécessitent l'appui en amont de l'État.
Donc c'est important que les deux aillent de pair. Et comme je vous le dis, nous, la crise qui vise les pays européens... Vous parlez d'aéronautique, vous parlez de l'automobile, tout ça. En fait, ce sont des délocalisations, de la colocalisation, appelez ça non, comme mais vous le voulez. Maroc... Enfin, je vois pas l'intérêt de la recherche parce que le Maroc, d'une part, voyons le pourcentage de PIB. Le Maroc ne veut pas se positionner comme un pays low cost, juste prompt à prester de la main d'œuvre. Mais le Maroc veut se positionner, veut monter en gamme. Et s'il veut monter en gamme, il faut qu'il ait, donc effectivement, les techniciens et les ingénieurs adaptés, mais il faut qu'il ait à proposer aussi un appui à la recherche scientifique. Driss Abou Tajdine, directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique. Je pense que, effectivement, dans les budgets habituels, donc beaucoup de pays ont effectué des coupures, mais pas dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. En France, on a eu en France, par exemple, je peux vous dire que le budget pour la recherche au niveau des universités est quand même et moi, je vous dis que, par exemple, au moment où il y a eu la crise, on a créé le grand emprunt pour financer la recherche. Et on a créé toutes les labs d'excellence. D'ailleurs, le plan Montebourg, les LabEx, au contraire, on a mis beaucoup d'argent dans la recherche. Au moment où il y a la crise, on a coupé dans tous les autres budgets. Et vous allez voir aussi en Allemagne, c'est la même chose. C'est une bonne stratégie. Comment? Parce qu'on espère d'abord que pour pouvoir être... Quel est le grand problème que vivent les entreprises au niveau national, qui sont à l'origine de la recherche donc des pays, enfin de la richesse, la compétitivité. C'est d'abord la compétitivité. Et tout le monde pense que la recherche pourrait justement doter les entreprises de cette compétitivité. Mais Driss Abou Tajdine, qu'est-ce qu'on peut espérer de la recherche marocaine? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va rechercher qu'on n'a pas pu rechercher ou découvrir dans d'autres pays européens ou américains ou ailleurs? D'abord, on s'attaque à des problématiques qui sont nationales. Oui. Chaque pays a ses domaines prioritaires. Oui. Nous avons le domaine de l'énergie, nous avons avancé dans le domaine de l'énergie. Aussi bien sur le plan d'infrastructure, développement que sur le plan recherche lui-même. Nous avons des équipes qui commencent à devenir excellentes dans le domaine de la recherche. Donc, juste pour dire que même dans les pays occidentaux, au moment où on a coupé dans le budget, on a renforcé parce qu'on croyait que la sortie de la crise passait par la compétitivité des entreprises et donc par la recherche. Ouais. Mélanie Freixig. Juste pour donner quand même un tout petit point qui va mitiger le truc, on est à 0,7% du PIB consacré à la recherche scientifique. Et en plus, vous vous plaignez de l'idée que la recherche scientifique coûte cher à l'État, et au final, cette recherche scientifique, et on s'en rend compte, se fait tellement en partenariat public-privé qu'en fin de compte, elle profite directement aux entreprises. C'est-à-dire qu'au final, les employés de l'État, les universitaires, les professeurs-chercheurs vont travailler pour créer des brevets qui vont directement aller à l'industrie. Alors là, pour le coup, si c'est pas une perte de valeur, moi, je ne vois pas où on peut la trouver d'autre. Mais parlons de cela. On a au Maroc très très peu de brevets qui sont actuellement déposés chaque année. Le nombre de publications scientifiques qui sont faites par des professeurs-chercheurs au Maroc, je ne parle pas de Marocains, parce que dans le monde, il y en a d'extraordinaires. Mais au Maroc, ils sont extrêmement limités. Donc là, on est, si vous voulez, sur le point de la recherche fondamentale. C'est ça qui fait potentiellement la richesse future d'un pays. Israël est peut-être le pays qui investit le plus dans la recherche fondamentale. Je crois qu'il investit au final de l'ordre de 10 fois plus que l'ensemble des pays arabes en matière de recherche, alors qu'il a un PIB qui est 11 fois inférieur. Et c'est peut-être ce qui fait la supériorité régionale du pays. Il y a un moment donné où la recherche scientifique, c'est ce qui fait la technologie, c'est ce qui fait l'économie, c'est ce qui fait la créativité, c'est ce qui fait tout. Mais le fait qu'au Maroc, on ait une enveloppe qui soit limitée, en plus dévolue à de la recherche appliquée, qui va directement profiter à des entreprises, mais non pas à l'État, pour les brevets qui peuvent en résulter, n'est pas très intéressant. Avant de réagir, on n'a pas encore donné la parole à Talha Shakir, et puis après vous allez revenir sur ce que nous disait à l'instant Mélanie Freixig. Lui, Talha Shakir, allez-y. Oui, première chose, vous parliez de l'ambition du ministre, effectivement, de mettre en place une politique, alors que dans d'autres pays, on faisait des coupes budgétaires. Il faut savoir que c'est un projet qui est réfléchi depuis 2012, depuis l'arrivée, effectivement, aux manettes gouvernementales. Il était question de développer, justement, la recherche scientifique. Et
par quoi? Par des pôles scientifiques qui sont censés drainer des investisseurs étrangers, par la formation qui serait une locomotive quelque part, une formation d'ingénieurs et de spécialisation d'ingénierie avec près de 10 000 ingénieurs formés, et puis aussi le défi de l'invention qui a été mis en place, et le ministre a fait le tour du Maroc à travers les universités et les écoles pour présenter justement ce défi de l'invention. Donc aujourd'hui, on est sur une politique effectivement qui souhaiterait aller vers l'initiative, la recherche et le développement. Or, ce qui me dérange quelque part dans cette enveloppe-là, c'est qu'on y mêle également la valorisation des ressources humaines, on y mêle le développement des infrastructures, on y mêle l'amélioration de la formation. Est-ce que c'est véritablement une situation où on est uniquement sur la recherche scientifique pure et simple? Non, il y a écrit recherche et fonctionnement, effectivement. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Mehdi, je veux dire, la recherche, en tout cas les budgets dans les laboratoires, etc., n'ont pas forcément vocation à créer ex nihilo forcément à chaque fois quelque chose de nouveau. Ce qui est important aussi, c'est diffuser auprès des chercheurs marocains, de partager l'expérience, le savoir-faire qu'il peut y avoir dans les laboratoires européens, pour qu'il y ait une maîtrise et qu'on fasse avancer la recherche au Maroc. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette vision qui voudrait opposer systématiquement le monde de la recherche, le monde de l'université, ou plus généralement le monde de la recherche qui dépasse le cadre de l'université, au monde de l'entreprise, je ne la comprends pas et je ne la comprendrai jamais. Aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la recherche, quand elle progressera au Maroc, on aura des effets positifs sur le monde d'entreprise, sur l'emploi, sur la montée en gamme, sur les salaires et sur les recettes in fine de l'État et sa position stratégique au niveau mondial. Ça, donc c'est vraiment du long terme. Moi, je me rappelle ce que disait De Gaulle. On lui présentait pas mal de chercheurs. Il leur a dit à un moment, présentez-moi quelqu'un qui a trouvé. L'histoire des pays asiatiques ou l'histoire des pays développés nous montre que investir dans la recherche, ce n'est pas à perte. Au contraire, tout le monde en profite. Donc cette vision un peu dépassée, archaïque, qui consisterait à dire les entreprises vont s'enrichir. Bon, les brevets, ils appartiennent à ceux qui les produisent, d'une part. Donc d'autre part, les brevets, on par définition vocation souvent à trouver un prolongement dans la vie réelle des entreprises et dans le progrès économique et le progrès technique. Et ce progrès technique, il est ensuite partagé par l'ensemble des Marocains. Donc dépassons ce débat-là qui n'a pas lieu d'être. Ouais, Mélanie Freixigli, vous êtes d'accord avec Laurent Fidel, ce débat n'a pas lieu d'être? Ah non, non, bien sûr que je ne suis pas d'accord, parce que au final, on va se retrouver confronté à une problématique d'utilité, en fait, d'utilitarisme de la recherche scientifique. C'est-à-dire que quand un industriel ou une entreprise va financer une recherche, ça va être dans un but effectivement de brevet très spécifique et très précis. Or, pour arriver à ce stade où l'on peut produire des innovations technologiques et scientifiques, donnant lieu à brevets et à développement industriel, il faut d'abord avoir fait avancer la recherche fondamentale. Et le problème, c'est que par contre, vous trouvez fort peu d'entreprises qui sont prêtes à faire avancer la recherche fondamentale sans attendre derrière de brevets exploitables. Et effectivement, oui, les brevets appartiennent à ceux qui les produisent au sens américain de production, c'est-à-dire celui qui paye. Driss Abou-Tajtin. Moi, je pense qu'on ne devrait plus... Il y a un financement public et un financement privé, déjà. Rappelons-le, Mélanie. Justement, on nous l'a dit, associé. Oui, donc c'est un partenariat. Je pense qu'on ne devrait plus se poser la question, est-ce qu'on devrait faire de la recherche ou pas? Je pense que c'est acquis, c'est compris. Maintenant, comment il faut la faire? Il y a des rôles complémentaires. Celui de l'État. Alors, juste rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Oui. Alors, celui de l'État qui structure et qui, justement, finance de la recherche fondamentale, qui, après, est capable d'aboutir à des applications et d'aboutir à des solutions de problèmes des entreprises. Ce que peut créer donc la recherche, ce ne sont pas uniquement les brevets, mais c'est aussi apporter des solutions à des problématiques des entreprises. Et donc là, alors Madame a parlé donc du faible nombre de publications, du faible nombre de brevets. Je pense que nous avions un système national de la recherche scientifique qui était un petit peu maintenu. Avec quelques petits, de temps en temps, quelques petits financements. Je pense que Hassan Daoudi a une autre vision. Il veut une autre recherche scientifique. Il voudrait que la position de Maroc ne soit plus un pays qui a un partenaire agricole qui exporte de la tomate et de l'orange, mais plutôt un pays qui est capable aussi monter en gamme. de monter en gamme et d'être aussi un pays scientifique et technologique et qui est capable de créer de la valeur ajoutée sur d'autres domaines qui sont des domaines importants en partenariat avec ces pays. Et là, on est en train de construire donc ce système national de recherche et d'innovation. Ça ne se construit pas en un jour.
il y a besoin donc de mettre des financements qui sont importants, mais tout ça est accompagné par une structuration. La mise en œuvre donc d'édifices et de mécanismes qui sont importants pour que cette recherche puisse aboutir à des résultats à moyen terme, à court terme si c'est possible, mais surtout à moyen terme. Et éviter la fuite des chercheurs, parce qu'il y a une problématique aujourd'hui dans le monde arabe, parce qu'on nous dit on ne produit pas assez de brevets, on ne produit pas. Mais il y a une matière grise extrêmement intéressante dans les pays arabes, en particulier au Maroc, et ne trouvant pas le cadre adapté, ils partent à l'étranger, au Canada, aux États-Unis ou en France. Oui, c'est ce que je disais sur le fait qu'on avait des chercheurs d'exception. Et je rappelle que le programme Prima... Ils sont combien 4 Comment? Ils sont combien 4 Non, bien sûr que non. Chercheurs, je veux dire, non, absolument pas. Vous dites qu'ils Absolument partent, pas. vous Ceux avez- qui sont, vous donnez ceux qui arrivent dans les oui, médias oui, grand parce public que- sont mais quatre. ça, mais- Alors, Comme le sait notre ami, il y a effectivement un certain nombre de doctorants qui partent terminer leur thèse en France, aux États-Unis, au Canada notamment, ou voire en Espagne, et qui poursuivent leur recherche scientifique là-bas et qu'ils ne reviennent pas. Donc ça c'est la première problématique. Bon. Oui, et donc il y a une déperdition au niveau des chercheurs bien établis, mais aussi au niveau des chercheurs en cours de formation. Et ça c'est une réalité qui est prouvée par tous les études qui ont été faites à ce sujet. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la collaboration entre l'Union européenne et le Maroc, elle se fait dans un cadre gagnant-gagnant, puisque je vous rappelle que le programme Prima, qui visera l'ensemble des pays de la zone MENA notamment, c'est 80 milliards d'euros. Donc si le Maroc en prend une part, ça peut être intéressant à la fois pour structurer davantage le monde scientifique et de la recherche au Maroc, et puis pour apporter à la fois, comme le disait notre ami Driss Aboudjeh, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les deux allant de pair. Mais nous dire que la recherche scientifique n'a aucun intérêt parce qu'elle va profiter aux entreprises, c'est vraiment démontrer une mauvaise connaissance du système de la recherche à travers le monde. Chose pareille, voyons. Au contraire, bien évidemment, la recherche scientifique est très importante. Je dis juste que les budgets sont décevants et qu'en l'occurrence, le fait qu'ils soient appliqués à de la recherche et développement est décevant. Voilà ce que je dis, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quant au fait qu'il y ait 4 scientifiques marocains à l'étranger, en fait, vous êtes victime d'un prisme déformant qui est que les chercheurs scientifiques n'ont pas vocation à être très connus du grand public. Ils publient dans des revues scientifiques et les 4 dont vous parlez sont ceux qui ont transpiré dans les publications profanes, c'est-à-dire ceux dont les travaux ont eu tellement de retentissement qu'on en a entendu parler dans tous les magazines de base. Mais la réalité, c'est que bien évidemment, la communauté scientifique marocaine ou double nationale issue en particulier de la communauté marocaine est importante. Elle est très importante, même en particulier en France, bien sûr, à cause des liens, mais surtout maintenant aux États-Unis. Parce qu'on parle des liens entre l'université marocaine et l'Union européenne. Parlons un petit peu des liens qui sont de plus en plus fructueux entre la recherche, notamment aux États-Unis et le Maroc. Alors peut-être moins en sciences dures, mais en tout cas en sciences humaines, avec toutes les post-colonial studies, on est là-dessus absolument en pointe avec des partenariats aux États-Unis. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La recherche est très importante. Simplement, je dis au final, aujourd'hui, pour un programme de recherche dont il est essentiel que le Maroc s'en dote d'un qui soit solide pour l'avenir d'un pays qui se veut une puissance régionale montante, réellement puissante, la recherche scientifique est inévitable. Ouais, mais en l'occurrence, le programme vise les post-colonial studies. Non, le programme ne vise pas. Et d'ailleurs, je l'ai dit, on parle de sciences humaines, là en l'occurrence. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, on a d'ores et déjà des partenariats intéressants. Donc voilà, on est là effectivement dans quelque chose qu'il est important de développer. Je trouve dommage de ne le développer qu'à une échelle effectivement d'une échéance courte à moyenne et non pas à long terme, alors que c'est quelque chose qui est important pour la puissance régionale du Maroc et sa puissance mondiale. Or, actuellement, nous sommes dans un redéploiement de ce qui sont les positions géostratégiques des pays. Le Maroc a une carte à jouer en tant que pays majeur. Ouais, alors juste après, on donnera la parole à notre invité. Alors, Driss, moi, je voudrais poser une double question. Quels sont les Centre national pour la recherche scientifique quels sont directement les secteurs visés? Quels sont ceux qui nécessitent l'allocation des ressources les plus grandes? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que entre recherche fondamentale et recherche appliquée, est-ce que vous pensez que les moyens nécessaires sont les mêmes, les moyens financiers et techniques? J'espère que j'aurai au moins 25% du temps. Bien sûr, allez-y. Oui. Parce que les contradicteurs, je ne sais pas si, enfin les journalistes, donc, sont... Alors, vous commencez par volubile.
Non, je trouve qu'ils sont très intéressés par la recherche et que je crois que le sujet les passionne. Donc, je voudrais juste apporter une information concernant que vous avez parlé plusieurs fois, donc d'abord de Prima. Je voudrais vous apprendre que donc Hassan Daoudi a mis 20 millions d'euros sur 10 ans. Enfin, donc, c'est projeté de mettre 20 millions d'euros en cash et 20 millions d'euros en nature dans le cadre de Prima, parce qu'il est important qu'on puisse être présent dans ce genre donc, de financement qui est important et qui réunit tous les pays donc euro-méditerranéens. Je voudrais revenir, donc, avant de répondre peut-être à sa question, revenir aux Marocains à l'étranger. Vous savez, la mise en place d'un système national de recherche est relativement complexe et demande beaucoup de mécanismes et juste 2 ou 3 actions qui sont orientées vers les Marocains résidant à l'étranger. Donc, Hassan Daoudi, donc avec le CNRSC que je dirige, nous avons mis en place un produit pour les Marocains résidant à l'étranger. Parce que, c'est vrai, vous l'avez dit, donc c'est important de pouvoir mettre en place un environnement qui est capable de retenir les meilleurs talents. On les appelle, je ne sais pas, j'avais déjà parlé d'un article dans Le Monde de mars 2011, il me semble, Le Monde d'éducation, où on a parlé de la chasse aux talents. Il y a une chasse aux talents dans le monde entier. Et je pense qu'il faut retenir donc ces talents. Mais s'ils partent, ce n'est pas grave, il faut créer les moyens de les faire revenir vers leur pays, que ce soit définitivement ou de façon temporaire. Qu'on leur donne la possibilité donc, de travailler avec leur pays, même de là où ils sont, même quand ils sont partis. Madame avait cité tout à l'heure Israël. Moi, j'avais passé 3 mois à Stanford et j'avais vu qu'il y avait un pont aérien entre l'université de Stanford et Israël, où des Israéliens, des Américains d'origine juive, ou allaient passer 1 année, 2 ans en Israël et revenaient. Et ça, c'est plus important que de les faire revenir définitivement. Je veux dire, il faut créer les conditions qui sont capables de leur offrir les moyens de travail localement, mais s'ils partent, il faut leur offrir les possibilités de pouvoir continuer à donner à leur pays, et c'est leur volonté. Et donc, nous avons créé un premier produit, parce que c'est très difficile de faire les choses au Maroc avec les difficultés financières, avec un certain nombre de choses. Nous avons créé un produit où un Marocain peut revenir entre 6 mois et 12 mois au Maroc. On lui donne sur la base d'un appel à projet qui est très sélectif, avec un CPS, un cahier de charge, où il doit établir donc un pont de coopération entre la structure de recherche à laquelle il appartient, donc à l'extérieur du Maroc, et une structure de recherche au Maroc, et établir donc son pont de coopération pour continuer donc des échanges. Donc il y a l'encadrement, il y a la formation, il y a plusieurs. Donc je veux dire, et nous sommes en train de penser à créer des chaires d'excellence pour les Marocains résidant à l'étranger, pour pouvoir leur donner cet environnement, pour pouvoir continuer à donner à leur pays. Je reviens maintenant à votre question, même si je l'ai oublié en partie. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a bien sûr des domaines prioritaires. Vous imaginez que, par exemple, l'énergie, l'agriculture, l'eau, c'est des domaines qui sont fondamentaux pour le pays. Mais on n'oublie pas aussi des domaines dans lesquels le Maroc est en train d'avancer. Certains domaines technologiques, comme la mécatronique, comme l'électronique, comme l'aéronautique, un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons parfois uniquement des débuts donc d'industries naissantes ou délocalisées, mais il est important qu'on puisse les accompagner aussi bien sur le plan formation, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi sur le plan recherche. C'est important de pouvoir donc les accompagner. Et ce sont là les domaines principaux donc de. Ceci dit, on ne fait pas uniquement des appels qui sont ciblés vers des domaines prioritaires. On continue aussi à financer, mais modestement, donc ce qu'on appelle donc de la recherche au sens général, c'est-à-dire des appels à projets qui sont ce qu'on appelle des appels à projets blancs. Très bien, merci.